Partie 1 de 5. Introduction. Bonjour, je me présente. Je suis Claude Quentin, né en 1962. L'enregistrement que nous faisons aujourd'hui, c'est un compte-rendu de ma vie. Je le fais en compagnie de ma famille, ma femme Mary et mes deux garçons, André et Antoine. J'ai le cancer du pancréas qui s'est propagé à mon foie. Je veux donc partager l'énoncé de ma vie avec vous autres. On est aujourd'hui ensemble. Ça n'arrive pas souvent, surtout qu'Antoine demeure en Chine maintenant, donc je voudrais en prendre avantage puis faire tout ensemble, tout en famille. 2 jours passés, j'ai décidé de faire cet enregistrement concernant, comme j'ai dit, les grandes lignes de ma vie. Je voulais le faire avec vous autres, obtenir vos commentaires. Si vous avez des questions sur certains sujets, je voudrais pouvoir y répondre. Pendant l'enregistrement, vous êtes encouragés à ajouter vos commentaires. Same thing with Mary. Although a large portion of this is in French, I tried to put in English the parts that are directly related to you. You're also welcome to add comments at the end of every topic that I'll add. Voici le déroulement de l'enregistrement. J'ai préparé une liste de sujets, tous relativement courts. J'énoncerai le sujet et en parlerai pour quelques minutes. Mary et les garçons pourront ensuite soit poser des questions ou ajouter leurs commentaires. Ensuite, je passerai au prochain sujet. Nous pouvons donc commencer. Le premier sujet est ma communauté. Je suis né dans un petit village, le village du lac Sainte-Thérèse, à une douzaine de kilomètres au nord de Hearst. La région était très francophone, plus de 90%, donc on parlait français partout. L'école était en français, on magasinait en français, on allait à l'église en français, au magasin en français. C'était, comme mentionné, c'était dans la région de Hearst, au nord de l'Ontario. Notre maison était à 1 km du lac et environ à 10 km de la ville. On a passé beaucoup de temps au lac. C'est là que j'ai appris à nager. Il y avait un grand quai, beaucoup de place pour les enfants à s'amuser. Quand j'étais très jeune, nos après-midi, c'est là qu'on les passait. C'est là le quai qui est là encore aujourd'hui, hein? Oui, le quai est encore là. Il a été entretenu. Aujourd'hui, les voitures ne peuvent pas aller sur le quai. Avant ça, les voitures pouvaient aller sur le quai. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'avais peut-être une douzaine d'années, j'avais une bicyclette. C'était ma première bicyclette. Puis on allait se baigner au lac. On était 4-5 ensemble qui y allaient. Puis on arrivait, on descendait sur le quai, on mettait nos bicyclettes sur le bord du quai. Mais à un moment donné, il y a un monsieur qui a reculé sa voiture, il l'a reculé sur ma bicyclette. Ma roue était toute croche. Donc, j'avais une bicyclette, moins une roue. Mais je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé, mais le monsieur, il était quand même assez gentil qu'il avait amené la bicyclette chez nous. Je ne me souviens pas s'il avait payé pour la roue ou quoi, mais c'est une petite anecdote qui s'est passée. Puis on allait, parfois le samedi soir ou le vendredi soir, papa nous amenait au lac, puis on allait se laver dans le lac. On amenait du savon, on allait dans le lac, puis on se lavait les cheveux. C'est que ça, c'est un souvenir que j'ai du lac. Ma famille au lac. J'ai grandi avec 7 frères, donc nous étions 8 enfants. Maman en a eu 10. Les 2 premiers, c'était des filles. Une est morte à la naissance, l'autre est morte de la jaunisse très peu après la naissance, quelques semaines seulement. Papa était briqueteur, maman ménagère. Il faut dire qu'avant que je vienne au monde, ou quand j'étais très jeune même, papa travaillait dans les chantiers l'hiver. Dans les chantiers, ça c'est comme bûcheron. Papa était bûcheron l'hiver, puis l'été, il travaillait dans la brique. À un moment donné, le médecin lui a dit que c'était trop pour lui, et il devait choisir un métier ou l'autre. Donc il a choisi bricoleur. Donc il a travaillé dans la brique, faire des solages de maison en bloc, tout le temps que j'ai grandi.
Est-ce qu'il travaille toujours dans la brique durant l'été? Durant l'hiver ou juste l'été? Non, seulement l'été. Il travaillait disons, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, parfois novembre, ça dépendait des températures, comment d'ouvrage qu'il y avait, comment de travail il y avait. L'hiver, il était sur l'assurance chômage. Fait que vous le voyez beaucoup durant l'hiver. Oui. Oui, l'hiver, il passait ses journées à la maison. Il y avait des projets qu'il faisait autour de la maison. Là, puis, quel genre de projet? T'en rappelles-tu du tout je me souviens, à un moment donné, quand mes grands-parents sont décédés, il y avait un set de... Il y avait une table, il y avait un buffet, il y avait des chaises qui avaient plus de 50 ans. Un des projets, c'est que papa a pris ça, puis il les a toutes décapées, puis il l'a refini. Quand j'avais 5 ans, nous avions une grange, et la grange a brûlé. Quand la grange a brûlé, elle n'a pas été reconstruite. Ça a été nettoyé, puis c'est tout. Non, il n'a pas reconstruit la grange. Il n'avait pas vraiment besoin, parce qu'il n'y avait pas d'animaux. Les seuls animaux qu'il y avait dans la grange, c'était des poules, puis ils ont brûlé avec la grange. La famille était très fonctionnelle. Il y avait une bonne entente entre les garçons. Oui, on chicanait, on était des frères. Là. Tu te chicanes normalement, là, tu te pousses un peu, puis tu bourrasses. Mais on avait toujours une bonne entente, il y avait toujours de l'entraide. Quand quelqu'un avait besoin d'aide pour quelque chose, un autre était là pour l'aider. Quand on est devenu adulte, un bâtissait une maison, la toiture devait être faite, tous les frères allaient aider pour faire la toiture, ce genre de choses-là. Même aux funérailles de papa et de maman, il n'y a jamais eu de dispute à ce que quelqu'un voulait avoir une certaine chose, un était jaloux d'un autre, ou ce genre-là. On s'est toujours très bien entendu. Puis même aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraide. J'ai des frères qui sont venus m'aider, puis qui vont venir m'aider pour faire certaines choses autour de la maison. Donc, on s'entend beaucoup ensemble. Mon enfance. Elle fut heureuse. Comme j'ai mentionné tantôt, la famille est fonctionnelle. Nos parents nous aimaient, ils prenaient soin de nous autres. Ils étaient modestes. Ils vivaient selon leurs moyens. Et ça, ils nous ont appris ça, de vivre selon nos moyens. Comment je pourrais dire ça? Pas essayer d'en prendre plus qu'on est capable. On n'était pas riches, mais on manquait de rien. On avait ce qu'on avait besoin. On vivait sur une terre de 100 acres. On avait beaucoup de place à aller courir. On avait de la place à maman qui nous envoyait chercher à ramasser des fraises sauvages. Comme ça, on n'était pas dans ses jambes dans la maison. Donc, elle nous envoyait... Hein? Pas le plus facile à ramasser des fraises sauvages pour la plupart des frères. Oui, on était daltoniens, donc les fraises, on n'en ramassait pas beaucoup. Ça te gardait plus occupé comme ça. Ouais. Oui, bien c'est ça. Ça nous gardait occupés. La plupart des grandes fermes laitières de la région de Hearst, c'était soit des oncles ou des cousins qui avaient ça. Donc, on connaît ça, les fermes laitières. On n'a pas grandi sur une ferme, mais mon oncle Hubert, en face de chez nous, avait une ferme. Mon oncle Pierre, à côté de chez nous, avait une ferme. Mon oncle François, quelques kilomètres plus loin, avait une grosse ferme. Mon oncle Paul, le frère de maman, avait une ferme laitière. Mon oncle Roland, le beau-frère de maman, avait une ferme laitière. Les gros lots, c'était nos cousins. Donc, ça, c'était des fermes laitières de la région, ça. Alors, pourquoi n'aviez-vous pas de ferme? Ça s'était donné comme ça. Je ne peux pas dire exactement pourquoi papa n'a pas acheté des animaux puis continuer, comme ses frères le faisaient. Lui, il a décidé de prendre le métier de bricoleur pendant l'été. Même les fermiers, mon oncle Pierre, par exemple, il allait travailler dans les chantiers l'hiver. C'est sa femme puis ses garçons les plus vieux qui prenaient soin des animaux quand il était parti. Donc, mes papa, lui, a décidé de prendre un métier de bricoleur à la place. On avait un grand jardin. Le jardin était assez grand qu'on cultivait des patates puis des carottes assez pour passer l'hiver. Donc, on était 10 dans la famille. Ça faisait beaucoup de patates à ramasser quand on arrivait l'automne. On gardait ça dans le cavereau, dans le sous-sol de la maison. Puis on avait, c'était pas juste des patates puis des carottes qu'on faisait pousser. Là, on faisait pousser des fèves,
On faisait pousser du chou, beaucoup de choux, des choux de siam, qu'on ramassait, puis on mangeait ça. Là, vers la fin de l'été, tous nos légumes, on les avait. Des oignons, des choses comme ça. Tout le monde aidait pour le jardinage. On avait un certain temps qu'il fallait aller cercler, aller enlever les mauvaises herbes. Ça, on n'avait pas le choix, là. C'était notre corvée. C'était notre façon d'aider à la famille. Quand c'était le temps de ramasser, tout le monde se mettait ensemble à l'automne, puis on ramassait les patates, on mettait ça dans les poches, rentrait ça dans la cave. Même chose avec les carottes. Notre maison, c'était pas une grande maison, c'était une maison à 2 étages, mais elle était environ 22 pieds par 22 pieds. L'étage du haut, c'était 4 chambres à coucher. En bas, il y avait la chambre des maîtres, qui n'était pas beaucoup plus grande que la nôtre. On était 10, une chambre de bain pour les 10, puis on n'avait pas beaucoup d'eau. Donc, il fallait... on ne prenait pas notre douche chaque jour, là, parce qu'on n'avait pas assez d'eau pour ça. Pour chauffer la maison, c'était une fournaise au bois qui était dans le sous-sol. Ça, c'était une autre sorte de corvée. Le bois, il fallait qu'il soit coupé. C'est le genre de choses que papa faisait l'hiver. Vous demandiez quelle sorte de projet il faisait? Bien, une des choses qu'il faisait, c'est qu'il allait bûcher dans le bois pour nous donner du bois de chauffage. Ensuite, amener ça chez nous, couper au 16 pouces, le fendre, laisser sécher. Quand le bois était assez sec, on se mettait tout ensemble pour rentrer dans le sous-sol. La moitié du sous-sol, tard le printemps, avant que les neiges arrivent, c'était le bois de chauffage. C'est ça qui nous gardait au chaud l'hiver. C'est que l'hiver, là, le sous-sol, c'était moitié bois, moitié légumes. À peu près ça. Moitié bois, quart légumes, puis à un moment donné, maman faisait le lavage dans le sous-sol aussi. Elle avait une laveuse dans le sous-sol, une laveuse à linge. Donc, le sous-sol, c'était pas un sous-sol où on pouvait aller jouer, là. C'était pas un plancher parfait de ciment. Les enfants avaient peur du sous-sol. Pas vraiment. Because the ice cream was in the freezer, so they didn't always have one. The ice cream was downstairs. Ouais. That's another story. Congélateur, il était Parfois. au sous-sol? Vous aviez un Oui, congélateur? congélateur. Il y avait un gros congélateur dans le sous-sol. Une chose qu'on faisait, c'est que le printemps, papa allait chez mon oncle Pierre, qui restait à côté, c'est son frère, et il se séparait un animal, une vache. Et en se séparant la vache, ben, il y avait la moitié de la viande qui venait chez nous. Elle était toute préparée, puis elle allait dans le congélateur. Donc, on avait un gros congélateur dans le sous-sol. Est-ce que vous mangiez des choses comme la choucroute ou aucun légume qui a été Il n'y avait pas de légumes qui ont préservé? préservé dans le vinaigre, puis ces choses-là, non. Non. Comme la choucroute, ça, on n'en mangeait pas. Les choux, c'était des choux d'hiver, puis les choux de siam, eux, se gardaient avec le cavreau. Le cavreau, c'est l'endroit où on gardait les patates, dans le sous-sol. C'était cette section du sous-sol arbitraire ou si ça avait été creusé différent? Non, c'est une section arbitraire. Il y avait une fenêtre là qui était bouchée parce que tu ne voulais pas avoir de lumière qui allait sur les patates puis les carottes. Puis c'était frais. Notre sous-sol n'était pas chauffé comme un sous-sol moderne d'aujourd'hui, non. C'était très frais dans le sous-sol. Malgré que la fournaise était dans le sous-sol. Oui, c'est une fournaise qui était dans le sous-sol qui envoyait la chaleur par une grille d'environ 16 pouces par 16 pouces. La chaleur montait ça, c'était pour réchauffer toute la maison. Et quand on était en punition, on faisait de quoi qu'on ne devait pas faire, puis maman nous envoyait en punition. Elle nous envoyait nous asseoir sur l'escalier du sous-sol. On avait une porte pour descendre dans le sous-sol, donc tu ouvrais la porte, puis on devait s'asseoir sur les marches d'en haut de l'escalier, avec la lumière éteinte. Donc il faisait noir, puis on était assis là, puis on reflétait sur ce qu'on avait fait. Il faut dire vite qu'on reflétait, mais... En réalité, c'était quoi la situation alors? La situation, ben, on était assis là, puis pour 2, 3, 4 minutes, ensuite, soit qu'on demandait si on pouvait sortir de punition, ou maman venait nous dire qu'on pouvait sortir de punition. Ah, ok. Je m'attendais à ce que vous disiez. Là, Oh, you raided the freezer and got the ice cream. That's what I was going to say. Well, story I heard. sometimes we've done that. Sometimes we've done that, but we couldn't do it too often because we'd get caught. Il faut dire aussi que, je parle de la maison, chauffage au bois, on n'avait pas d'air climatisé.
Ben, je pense pas qu'il y avait besoin non plus, là. La plupart du temps, à Hearst, on n'avait pas de besoin, mais on en avait toujours quelques semaines d'été, là, de chaud et humide. On prenait la chaleur, c'est tout. J'ai mentionné mon oncle Pierre, qui restait à côté de chez nous, à peu près à 400 mètres, 400-500 mètres. Leurs enfants, il y avait à peu près le même nombre d'enfants que chez nous, puis à peu près le même âge. Donc, on a passé beaucoup, beaucoup de temps avec eux, qu'on jouait. On faisait du sport ensemble, on allait camper ensemble, on jouait du hockey ensemble, on jouait dans la grange. Pas notre grange chez nous parce que elle avait brûlé. Donc, on jouait dans la grange chez mon oncle Pierre. Dans le temps des foins, on allait aider à rentrer le foin, à placer le foin dans la grange et ces choses-là. Commentaires sur cette section? Yeah, the beans. You were able to grow beans there? I thought it wouldn't be, the season wouldn't be warm enough for beans. We grew beans, peas. Peas grew very well, Yeah, and peas. lettuce grew very well, and spinach. The beans, we usually had some, but only like once, one crop, maybe two, because of the frost. See, that's why he likes them so much, because it was a treat, a special treat when he was a child. Yeah, it was kind of a treat because it was the end of August that we would harvest them. And end of August, yeah, we had frost. So we certainly, like here where we live now, the bean plant kind of dies and stops producing. That did not happen in Hearst. It was the frost stopped the beans. And we couldn't grow tomatoes outside. Now people grow tomatoes, but they use greenhouse and things like this to extend the season. And also, I'm wondering about the cabbage. How did you eat cabbage? How did we eat the cabbage? Mom would make coleslaw, or she would put it into stews, soups, And you would and eat that kind of that? stuff. I wasn't keen on cabbage. That's what I'm wondering. That's why I'm asking. Where did it went? Maybe it went, and other people ate it. If there was lots of soup and lots of cabbage in the soup, I wouldn't have that soup. Yes, But coleslaw you liked? Or you ate anyway? yeah, kind of. Mes emplois d'été. Depuis l'âge de 13 ans, ça c'est comme entre 7e puis 8e année, j'ai toujours travaillé pendant mes vacances d'été. Au début, c'était des propriétaires de chalets qui avaient besoin d'aide pour soit aider dans leur jardin ou étendre la terre noire, faire des choses manuelles comme ça. Ils arrêtaient de nous prendre chez nous, ils nous amenaient à leur chalet, on travaillait, on faisait ce qu'on avait à faire, ensuite ils nous ramenaient chez nous, ils nous payaient. Ça fait qu'on faisait ça peut-être quelques jours par semaine. C'était pas à temps plein, mais ça me donnait un peu de travail à faire l'été. Entre ma 8e et 9e année, j'ai eu mon premier emploi d'été à temps plein. Je travaillais chez un débosseleur. Donc, je sablais, je masquais, je nettoyais. Ça, un débosseleur, c'est quand tu as un accident avec une voiture, puis ta voiture est pleine de bosses, est accidentée, tu l'amènes chez un débosseleur, c'est un body shop, auto body shop. Eux réparent la voiture, la peinture. Ben moi, c'est là que je travaillais. Là. Beaucoup de sablage, beaucoup de nettoyage. C'est surtout dans la peinture que tu travaillais. Je peinturais pas. Préparation de peinture? Non, mais je pouvais mettre du primer, par exemple. Je pourrais mettre du spoté, sabler le poté pour le rendre poli. La peinture était trop importante pour toi. La peinture était trop importante pour le propriétaire de la voiture. Ouais. Puis ça, c'était le peintre qui faisait la peinture. Il l'amenait dans une place spéciale de sa shop qui était toute fermée, qui était très propre, il n'y avait pas de poussière, puis c'est là qu'il peinturait. Donc, il faisait ça d'habitude en fin de journée, il peinturait la voiture. Par le lendemain, la voiture était peinturée, il sortait la voiture de la pièce spéciale. Ensuite, moi, j'enlevais le masque qui avait été mis. Parfois, je lavais la voiture, je finissais la préparation. Ça que j'ai fait ça pour un été de temps. Mon salaire, 3 $ l'heure. C'était le salaire dans ce temps-là pour les étudiants. Par la suite, j'ai toujours travaillé pendant les étés, soit avec mon père dans la brique, soit avec le ministère des Ressources naturelles. J'ai même, quand j'étais à l'université, je suis revenu, je pense que je suis revenu seulement je suis revenu 2 étés à Hearst pour travailler pour le ministère des Ressources naturelles. C'était dans la forêt. Puis ensuite, là, j'ai
pris des emplois d'été dans le sud de l'Ontario. Un de ces emplois-là, je posais des clôtures. Mais même quand tu revenais à Hearst pour le ministère des Ressources naturelles, j'imagine que tu ne vivais pas à la maison. Au moins pas à chaque jour. Oui, je vivais à la maison. À chaque jour? Non, parce que mon emploi avec le ministère des Ressources naturelles, on travaillait dans le bois. On était dans le bois ou dans la forêt 10 jours. Ensuite, on avait 4 jours de congé. Donc, on faisait ça pendant l'été. Mais quand je travaillais pas, je demeurais à la maison. Puis pour voyager, pour aller là, j'avais une motocyclette que je me servais pour aller au travail. Mais c'est pas en moto que tu utilisais pour te rendre dans le bois. Non. Pour aller dans le bois, on avait soit un camion ou on allait en avion parfois. Très souvent, c'était l'avion qui nous amenait. Donc, j'ai fait beaucoup de travail dehors, dans la nature, mais par la suite, j'ai commencé à faire du travail de bureau. J'étais à l'université, j'étudiais en informatique, en physique, sciences, informatique. Donc, j'ai fait du travail de bureau pour Statistique Canada à Ottawa. Et j'ai été technicien pour un été pour le Conseil national de recherche dans un laboratoire. Quelle sorte de laboratoire? Le laboratoire, c'était mon patron, avait un laser et il utilisait son laser pour faire, il appelait ça Raman Spectroscopy. Oui. Donc, il y avait un laser qui faisait un Raman Spectroscopy et il avait besoin d'automatiser certaines fonctions avec le laser et pour amener les différents échantillons à être... mesurés, évalués. C'est ça. Donc, il y avait pour mesurer les échantillons. Il avait acheté un ordinateur. C'était branché avec, je vais être un petit peu technique, là, avec du GPIB pour contrôler plusieurs composantes du laser. Puis moi, je devrais écrire un programme avec cet ordinateur-là pour contrôler le laser, pour qu'il puisse faire étudier ces échantillons. Un HP, ça, cet ordi-là? C'est un HP 9000. Puis c'était un de tes premiers emplois ou le premier emploi où il y avait de la programmation? J'ai travaillé un peu c'était avec le ministère des Ressources naturelles, avec un Apple II et le TRS 80. Ça, c'était à Hearst. Puis j'avais travaillé un peu avec ça. Et le Apple III. C'est vrai que tu travaillais avec les ordinateurs quand tu étais encore à Hearst? Oui, un petit peu. Donc, j'ai commencé assez tôt à faire ça. C'est là où ta carrière a commencé? C'est peut-être ça qui a mis le grain de sel. Mais quand j'ai appliqué pour aller à l'université, je n'ai pas appliqué pour aller en informatique. C'était un peu un accident que j'ai été en informatique. J'avais appliqué pour être un architecte. Je ne me vois pas architecte, là, mais c'est ça que j'avais appliqué pour. Puis architecte, il faut spécifier, pas architecte informatique. J'aimais le dessin industriel. J'ai pris des cours de dessin industriel au secondaire, puis j'aimais ça. Puis ça, ça peut amener à faire des dessins d'architecture, ces choses-là. Donc, j'avais appliqué à architecture, mais je ne suis pas rentré dans le programme d'architecture. On m'avait donné des choix de programme. J'ai été dans un programme général, mais à la fin de ma première année, j'ai décidé que j'aimais ça l'informatique. So what made you decide not to do the architecture? He was refused? I was refused. Oh, okay. Didn't catch that. Yeah, I was refused. I couldn't. Okay. So then I went into a general program and I took courses in science and courses in computing. And then I liked the computing aspect and I pursued it. I wonder why they refused you. I mean, you had excellent marks. Yeah, I did, but I didn't have a good portfolio. It's one of those things that there was an interview. Oh. You have an entrance interview, you have to bring your portfolio, what you've done, references, things like this. It's kind of silly because at that age you don't have anything like that yet. Some kids did. In hindsight, it's good. It's good I didn't go in architecture because I'm not as creative as some architects might be. I'm more logical. And where was I? Ah oui, je travaillais pour le Conseil national de recherche. Oui. And then I mentioned going to university. I ended up, I don't know if I'll mention it later, but I'll mention it now. I did 2 years at the University of Waterloo, and then I transferred to Wilfrid Laurier University. And that's where I ended up graduating. Why did I transfer?
Well, it's because University of Waterloo did not accept me into their computing program, but Wilfrid Laurier did. This is after a couple of years of going to university. So I went to Wilfrid Laurier. Je vais continuer. Le prochain sujet, c'est mon éducation. Ça va ajouter un peu à ce que je viens de dire. Jusqu'en 13e année, c'était en français. Comme je dis, à Hearst, dans la région de Hearst, l'éducation, c'était en français. Il y avait plusieurs écoles francophones. Il y avait une école anglophone. Le restant, c'était tout en français. Le secondaire, c'était une école secondaire bilingue. C'était l'école secondaire de Hearst High School. Il y avait un principal pour les Français et les Anglais, puis on était ensemble. Certains cours en 13e année se donnaient en anglais, d'autres en français. Tu pouvais choisir ou tu regardais... Non, chaque année, ça changeait. Une année, par exemple, le cours de physique était en français. L'année de la suite était en anglais. Est-ce que ça arrivait que les étudiants étaient tous francophones alors que ça se donnait en pratique en français? Un cours qu'on a pris, je pense que c'était le cours de chimie. On était 5 francophones, mais officiellement, le cours était en anglais. En pratique, ils devaient enseigner en anglais, mais on pouvait poser des questions en français, puis ces choses-là. Donc, tu peux dire que c'était un cours plus bilingue que d'autres choses. Puis ça, comme je viens de mentionner, on était 5 dans ce cours-là. Donc, en 13e année, pour les cours spécialisés, il n'y en était pas beaucoup. Comme mathématiques, fonctions, on était peut-être 15-20. Parce que tout le monde devait pas mal prendre ce cours-là. Mais cours de chimie, biologie, physique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les prenaient, donc on n'était pas beaucoup de personnes dans ces cours-là. Mais alors, tu avais quand même beaucoup d'opportunités à pratiquer l'anglais. C'est là quand j'ai pratiqué plus mon anglais. Puis ensuite, je suis allé à l'université. Quand j'étais à l'université, c'était en anglais. Je croyais que je parlais mal anglais jusqu'à ce que j'entende un Chinois qui essayait de parler en anglais. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Did you get that, Mary? Well, I got that. Yeah. I've heard that story many times. Yeah. So then it gave me a big boost in confidence. And I was living in English, so I talked more and I started speaking better, I guess. Donc, jusqu'en 13e année, c'était en français. Pour se rendre à l'école, c'était l'autobus qui passait nous ramasser le matin, nous porter le soir. L'anglais, on l'a appris commençant, je pense que c'était au début de la 2e année. Pour nous aussi, je pense que c'était ça à peu près. Première année, 2e année. Moi, ça à peu près. Oui, c'est là qu'on commençait, là, une demi-heure d'anglais par jour, quelque chose comme ça. Puis à mesure qu'on allait, on apprenait un peu plus. Au secondaire, il y avait 2 cours d'anglais, 2 sortes de cours d'anglais. Il y avait English, puis anglais. English, c'était anglais pour les Anglais, donc un anglais plus approfondi, avec de la littérature et ces choses-là. Anglais, c'était un cours d'anglais pour les Français. C'était une école bilingue, donc il y avait les deux. Il y avait un cours d'anglais pour les Anglais qui s'appelait English, puis le cours d'anglais pour les Français qui s'appelait anglais. Et tu prenais le cours d'anglais? Au début, j'ai pris le cours d'English, mais j'ai trouvé ça trop difficile. J'ai pris le cours d'anglais par la suite. Est-ce qu'il y a des anglophones qui prenaient le cours anglais? Ils ne pouvaient pas. Non, les anglophones ne pouvaient pas prendre le cours d'anglais, ils devaient prendre le cours English. Alors, tu prenais un cours qui s'appelait français et non un cours qui s'appelait French. Les francophones ne pouvaient pas prendre le cours qui s'appelait French. Seulement les anglophones. Mon éducation postsecondaire, comme j'ai mentionné tantôt, c'était à l'Université de Waterloo et Wilfrid Laurier. Les 2 universités, ils sont un à côté de l'autre, ils ne sont pas loin. Là. J'ai vécu 7 ans dans la région de Kitchener-Waterloo. Donc, quand je suis parti de là, je connaissais assez bien la région, surtout que c'est dans cette région-là que j'avais travaillé pour poser des clôtures pendant un été. Donc, on allait partout dans la région pour poser des clôtures. Mr. Goodfence, c'est pour lui que je travaillais. Je connaissais tous les propriétaires de la région. Mon diplôme universitaire, quand j'ai gradué, c'était Honors Computing and Computer Electronics with General Geography. J'avais toujours un intérêt à la géographie. Donc, quand j'allais à Wilfrid Laurier, puis même à Waterloo, certains cours optionnels, je prenais des cours de géographie. Puis j'ai pris assez de cours que je me suis dit, peut-être si j'en prends quelques-uns de plus, je vais avoir mon diplôme va mettre géographie aussi. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc c'est comme j'ai 2 diplômes, Honors Computing puis
générale géographie. As-tu déjà travaillé avec des systèmes d'information géographique, GIS? GIS? Non. Ça commençait juste quand j'ai gradué, ça. C'est beaucoup de... Il y avait de la géographie humaine, géographie physique, géographie statistique. OK, prochain sujet. Oh, go ahead. I thought you took some courses in physics. My program was computing and computer electronics. The computer electronics parts was all physics courses, physics and electronics. Yes, Yes. Okay. Yes, in Waterloo, the computing program, the computer science program, is math-based. So you take a lot of math courses. At Wilfrid Laurier, the computer science program was electronics, was physics. So it was physics-based. We learned more about how the chips were actually made. We actually built our own microchip in our fourth year. And we played with transistors and built circuitry and things like this. And those were physics courses, as well as computing courses, programming languages. So we learned how computers worked, as well as the programming aspect of it. Donc, le prochain sujet, next subject, how I met Mary. At university, we lived into a cooperative residence. That was the Waterloo Cooperative Residence. That was independent of the two universities that were there. It was owned and ran by students. My first term, I lived in town. I lived far away, and I found out about that place from students, other students. So I applied, and in the winter, I got into the co-op residence, and I lived there for the rest of the 7 years I was in Waterloo. So in my, I don't know, it was my third year there, or fourth. It was between Christmas and New Year's. I'd gotten early, and I was involved into the cooperative. So I went up in ranks into helping out within the residence, and I was signing in people coming in for the January semester. There was two people. There was a good friend that's still a good friend now, Phil, and we took turns at signing people in. And at some point, Mary came up, and it was Phil's turn to sign the person in. So Phil signed her in, but I still vividly remember her walking into the room where we were at, and I still remember what she wore. And I thought she was wearing a long beige skirt, and she had long hair. Long hair up to the shoulders. I guess you don't call that long. Longer than Dad's hair. Was it longer than Phil's? No, not at the time. No. Phil had long curly hair. So yeah, I remember seeing her, and I thought, she's special, that one. She caught my eye. We ended up living on the same floor. We were on A2 Second, right? I believe so. And she was the girls' unit, the one opposite the corner of where I was. She thought that was annoying because I played loud music. I've heard that one before. I didn't even know it was you that was playing that loud music. I had no idea. All I knew was loud music coming in the other end of the hall. Yeah, that was me, and there was Wayne next to me. Wayne was playing even louder than me. So it took a bit before we started dating. We courted for a few years, then I proposed. Bought her a ring from a very expensive place called Consumers Distributing. Run, because it was closing. It was closing to go and get it. We had ordered it. There was catalog order. It was not a very expensive place. It was very modest. But we got the ring there. Then actually, we didn't get the ring for Christmas, did we? It was after. We ran to order it. For Christmas? That's because, I say that because the Christmas before we got married, I took Mary to Hearst. We took the train from Toronto to Hearst. And it was her first time that she saw kids, 6-year-old, 7-year-old, walking around, talking in English, turning around to talk to someone else and talk to them in French, seamlessly. So that's something that kind of stunned her. Took her home, introduced her as my fiancée, and then for New Year's, we went to her parents to introduce us as being engaged. But then her sister started laughing, and she said, I knew it. And we said, well, how did you know? She worked with my uncle at the mill. Who had a big mouth. Who told her that his nephew just got engaged to someone, a girl from Southern Ontario. And he told her the name, and she said, oh, I know him. What?
I'm confused. Though. Exactly. So your sister worked With his uncle. in Hearst? No, in White River, even in that different town in Northern Ontario. Yeah, so that was funny. So she knew, she hadn't told the rest of the family, I don't think. That was, we got engaged in at Christmas, and then we got married the following May. Very simple wedding. Only brothers, sisters, nieces, and nephews. Still close to 50 people, because both families were families of 8 kids. So that was in 1988. So that's how I met Mary and got married. And where were you married exactly? And how did you choose the location? It was Waterford. It was the church that I was baptized in and grew up in. And Yeah, it was Mary's church. So Mary's parish. So that's where we got. Tradition has been that you get married at the bride's church. Okay. I mean, that's not always convenient, doesn't always work out that way, but that's sort of tradition. Yeah, in our case. And there wasn't that's what any we did. reason to do it any other way, so. It made sense. And it was closer than... It was close. It was close to her house, her parents' house. She knew the area to get, like at the hall, we went to the... Yeah, it was like 5 minutes drive to the hall. Was it not the Hungarian, which hall? No, it was the Greek Polish? Orthodox hall. Greek Orthodox hall. And we had a simple meal that was brought onto the table, and then you helped yourself. And it was a very simple wedding. Everyone loved it. Everyone had lots of fun. Even the staff. Even the staff That enjoyed brought it. in the grass so that people could dance on the hay. Because French Canadian is that if there's anyone older than the groom, not married, they're supposed to dance on hay. So we mentioned that, and then Or they said, older than the bride. and older not than the married, so bride. that's why Vicky was dancing too. So we mentioned that tradition, and the people from the hall said, well, why don't you do it? So, well, we need hay. And they said, well, we'll get grass outside. Don't worry about staining the floor, we'll clean it. So we did. And for dessert, usually they have fancy desserts at weddings and stuff like that. What we did, and I've always loved ice cream, so we had a slab cake and ice cream, and I served the ice cream. We had the staff bake a slab cake. Rather than going out and buying a fancy cake, we just asked if they would bake a slab cake, and we're like, oh, sure, you want us? Yeah, we'll do that. So it was cake and ice cream. So. It was a Quentin kind of dessert. Fin de la partie 1.